Bonjour tout le monde. Merci de votre retour. Merci de participer même à l'heure qui est parce que ce n'est pas la même heure partout. Pour certaines personnes, en ce moment, il est 18h20. C'est le cas pour Nicolas Paquin. Puis je ne sais pas, Nicolas, je laisse tomber ton initiale du milieu, peut-être faudrait que je le dise. Nicolas F. Paquin. Des amis de salon, même je suis couru après la dernière fois qu'il y a eu un salon en présentiel là, entre deux cas de COVID, vagues de COVID. Et voilà, je suis un fan de ses livres à partir du jour où il a écrit un livre qui s'appelait Piégé. Alors, Nicolas, c'est un auteur de plusieurs romans, surtout à saveur historique, et c'est des romans qui se démarquent par la qualité de leur vocabulaire et surtout qui réussissent à tout coup à tenir les lectrices et les lecteurs en haleine du début à la fin. Mais il est beaucoup plus que ça. Véritable passionné d'histoire et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, Nicolas, c'est un incomparable conteur et justement, il est avec nous ici à quelques minutes de monter sur les planches de... Et Nicolas, je te cède la parole et si jamais les gens vous avez des questions, allez dans le clavardage et je saurai partager à Nicolas. Wow, OK, on vient de passer d'un Nicolas à l'autre. Et là, je suis dans la. C'est pour ça qu'il y a un S à la fin de Nicolas. Hein. C'est parce qu'on est plusieurs. Il faut mettre la marque du pluriel, tu sais. Et là, je suis dans la pénombre. On me voit à peu près pas. C'est parce que je n'étais quand même pas pour vous dire tout de suite exactement ce que j'étais. Et puis, je ne sais pas comment le son sort présentement, mais je suis présentement dans la salle de spectacle du casino de la ville de Dieppe en France. Et mon spectacle commence dans à peu près environ 2 heures. Ça fait que là, vous voyez, hey, tout est placé en arrière parce que c'est les bancs fixes, forcément. C'est comme une salle de spectacle. Mais tout est placé en avant aussi. Mon décor est là. Je tripe bien raide. Sérieusement, aujourd'hui, c'est une journée historique assez impressionnante parce que c'est le 80e anniversaire aujourd'hui. Pile, là, il fallait que vous choisissiez cette journée-là. Tu sais. C'est la journée pile du fameux débarquement de Dieppe, le raid de Dieppe de 1942. Ça fait 80 ans aujourd'hui. Ça a été la pire défaite militaire dans toute l'histoire, l'histoire du Canada. Donc, c'est une journée catastrophique parce que sur 5000 soldats canadiens qui sont débarqués ce jour-là, il y en a au-dessus de 900 qui ont été tués en l'espace de 8 heures. Et puis, parmi tous les hommes qu'il y avait là, il y avait 600 Québécois, 600 Montréalais du régiment des Fusiliers Mont-Royal. Puis, à la fin de la journée, il y en a à peu près 125 qui sont revenus en Angleterre. Les autres ont été tués ou ont été faits prisonniers. Et moi, je suis invité aujourd'hui à faire le spectacle qui termine la journée de commémoration, en fait, les 2 journées de commémoration à travers la région, sur la scène du Casino de Dieppe, là, dans une salle immense de 600 places. C'est le fun, c'est trippant. Puis ça fait 2 jours qu'on travaille la technique. Je travaille avec Cédric qui est en arrière, qui se concentre, là, puis qui a fait une Moses de bel job. Puis là, je suis tout fébrile. Donc, je vous amène dans mon théâtre aujourd'hui à 6 heures de décalage, à 6000 km du Québec. Puis, on m'a demandé on m'a offert, on s'est coordonné, tu sais, c'est ça, pour pouvoir raconter un petit peu qu'est-ce que je fais. Hein. C'est ça, Nicolas? Oui, Oui, tu me donnes la permission. OK. oui. Il y a des gens qui aiment ça le préciser. Je suis un ancien prof de français. Hein. J'ai fait ça dans ma vie. Je ne le fais plus, je donne ma chance aux autres. Et puis, je me suis concentré sur l'écriture, entre autres, de romans, puis le travail aussi de scène pour pouvoir faire vivre les histoires de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a des gens qui vont dire, oh, attends, la guerre, c'est violent. Bon, tu sais, on arrête tout de suite. Là, il y a en masse assez, pas mal trop de violence comme ça dans le monde où on vit. Je n'avais pas besoin d'en mettre une beurrée de plus. Ce n'était pas la guerre qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire des gens qui l'avaient vécu, comme civils, comme militaires, du côté français, du côté québécois. Je voulais être capable de raconter l'histoire de ces gens-là parce que j'avais connu des vétérans, j'ai connu des gens de la génération de mes grands-parents qui avaient vécu à cette époque-là. Puis je m'étais bien aperçu que ces gens-là commençaient à disparaître. Aujourd'hui, là, au 80e anniversaire, il reste un homme qui est présent il y a 100 ans. Et il ne reste presque plus personne pour en témoigner. Donc, ça prenait quelqu'un pour passer le flambeau. Puis un jour, je rencontre un homme de Sherbrooke qui s'appelait Gilbert Boulanger. Gilbert est un communicateur hors pair, c'est un conteur exceptionnel, c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Puis Gilbert, il avait déjà fait un cri du cœur dans un documentaire sur lui. Il avait dit
Moi, quand je ne serai plus là, il n'y a plus personne qui va en parler parce qu'au Québec, on n'a pas de devoir de mémoire. Ça m'avait tellement interpellé que j'y avais dit, Monsieur Boulanger, c'est devenu Gilbert, je vais faire quelque chose avec vous, je vais écrire une trilogie de romans pour ados. Puis je vais m'inspirer de ce qui a été vécu, des vrais faits. Puis j'aimerais ça que vous lisiez mon manuscrit pour que je sois dans le mille, puis que je raconte les bonnes choses et que je transmette les bonnes émotions. Puis il a été partant, puis au moment où j'ai terminé le tome 1 de la trilogie, c'est une trilogie qui s'appelle Les Volontaires. Le tome 1 s'appelle Sous le feu de l'ennemi. Ça parle d'aviation. Du moment où j'ai terminé le tome 1, j'ai été y porter mon manuscrit. Je tremblais parce que pour moi, les gars qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, c'est des hommes qui ont participé à un événement historique, qui ont souffert intérieurement toute leur vie, mais qui avaient quelque chose d'extraordinaire à nous donner. Donc, je voulais être capable d'être à la hauteur de ces attentes. Il m'a donné du feedback par téléphone. 2 jours après, il rentrait à l'hôpital. 1 mois après, il était mort. Ça fait que j'ai fait OK, l'urgence est vraiment là. Et en dedans de 3 ans, j'ai livré les 3 tomes de la trilogie, Les Volontaires, donc Sous le feu de l'ennemi, qui parle d'aviation, où on découvre un jeune qui s'appelle Henri Léveillé, qui, à l'âge de 16 ans, ne sait pas quoi faire de sa vie, il n'a pas envie d'aller à l'école, il a envie d'aller ailleurs, puis il choisit de s'engager dans l'aviation en mentant sur son âge. Alors, Henri part dans l'aviation, puis on découvre c'était quoi la vie des jeunes à l'époque qui venaient de mentir sur leur âge, puis qui avaient une formation, puis qui ensuite risquaient leur vie à tous les jours. Comment est-ce que tu vis tes relations d'amitié, tes relations d'amour aussi, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, mais tu n'oses pas lui dire, parce que si tu meurs, tu vas lui faire de la peine. Ça fait tout ça, tous ces feelings-là, ces émotions-là que les vétérans avaient vécues, je voulais les transmettre à travers ce premier tome-là. Tome qui, d'ailleurs, a pu être écrit grâce à une bourse du Conseil des arts du Canada. Et ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qui arrive à un aviateur quand ça passe au-dessus de l'Europe occupée? Bien, de temps en temps, ça se fait tirer dessus, puis il faut que ça se parachute. Alors, le tome 2 de la trilogie, qui s'appelle Combattre dans l'ombre, c'est un tome où on découvre ce qui arrive à Henri lorsqu'il est poursuivi par les Allemands qui veulent l'emprisonner ou pire, le tuer. Donc, on se retrouve dans l'Europe occupée à qui on peut faire confiance, de qui doit-on se méfier. Et à travers ça, on découvre des personnages historiques qui ont vécu pour vrai, des bons comme des méchants. Et on finit le tome 2 avec... c'est pas moi, c'est le haut-parleur à côté. Et on finit le tome 2 avec un événement qui va commencer très, très vite pour le tome 3. Théâtre de guerre, c'est le fameux débarquement de Normandie. Théâtre de guerre est présenté pratiquement comme une pièce de théâtre parce que 4 personnages qui s'entrecroisent durant tout le roman. Un aviateur qui s'est parachuté, une fille qui est dans la résistance, mais qui en même temps doit se faire passer pour une espionne avec les Allemands. On a un soldat canadien qui essaie de retrouver son frère et un soldat allemand qui se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait dans la guerre. Et ces 4 personnages-là se retrouvent toujours sur le même théâtre de guerre sans jamais vraiment se croiser. Quand il y en a un qui arrive sur scène, l'autre en sort, jusqu'à ce que la fin du roman arrive et la fin finit avec la fin de la guerre. Donc, les 3 tomes de la trilogie, en passant, le tome 2 a gagné un prix œuvre de l'année du Conseil des arts et lettres du Québec. Je tenais juste à le dire comme ça. C'est le fun, je pétais bretelles de temps en temps. Donc, les 3 tomes, en fait, recoupent donc la Deuxième Guerre mondiale de 1941 à 1945. Alors, moi, j'ai sorti cette trilogie-là pour qu'on puisse avoir quelque chose de qualité qui raconte la vie des Québécois durant la Seconde Guerre mondiale, plutôt que de toujours l'envisager par les thèmes habituels qu'on retrouve, soit la résistance, l'Holocauste ou encore les Américains qui s'en vont se battre avec des gros fusils et des gros bras. Ça fait que je voulais vraiment revenir à l'essentiel, d'abord et avant tout, quelque chose qui nous appartient à nous, les Québécois ou les Canadiens français. Et deuxièmement, quelque chose qui était axé sur l'être humain et non pas sur la description de violence de guerre. Ce travail-là est devenu un gros morceau de ma carrière. Quand j'ai commencé à aller rencontrer les élèves dans les écoles, moi, je suis membre de la culture à l'école, puis les profs me demandaient, écoute, est-ce que tu peux venir parler du métier d'écrivain, tout ça, puis parler de ta carrière? Puis moi, je n'aime pas beaucoup parler de moi. Moi, je ne suis pas intéressant. Tu sais. Je ne veux pas dire que je suis plate, là, mais tu sais, je dis, me présenter moi ou présenter quelqu'un qui fait un métier de plombier ou
je ne sais pas, moi, de joueurs d'aiguine. Tu sais, je trouve, tu sais, l'un pour l'autre, je ne voyais pas. Alors, très, très vite, je me suis dit, dans mes présentations, je vais raconter l'histoire des gens qui m'ont inspiré. Donc, des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, puis qui avaient déjà été témoignés dans les écoles, puis qui sont décédés ou qui étaient rendus trop vieux, ou qui souffraient d'Alzheimer, tout ça. Donc, je vais reprendre leurs histoires, ils m'ont inspiré, puis je vais aller les conter aux jeunes dans les écoles. Tout ça sur le thème de c'est quoi un véritable héros? Parce qu'un héros, c'est quoi? Un héros, c'est-tu un gars avec une cape dans le dos, puis des collants, puis des bobettes par-dessus qui volent dans le ciel? Peut-être. Un héros, est-ce que c'est quelqu'un qui garde des buts dans une équipe de hockey qui perd tout le temps? Peut-être. Mais moi, j'ai une définition toute personnelle d'un héros. C'est une personne ordinaire qui fait quelque chose d'extraordinaire. Puis en ce sens-là, on peut tous devenir le héros de quelqu'un d'autre, parfois même sans le savoir. Et donc, j'ai bâti une animation scolaire qui s'appelle Portrait de héros. Et je me suis aperçu avec le temps que les élèves qui n'aimaient pas lire, quand ils me rencontrent, quand ils m'entendent, après ça, ils ont envie de lire ma trilogie. C'est niaiseux. Mais souvent, les professeurs me disaient hey, écoute, viens, mais pas tout de suite, il faut qu'on fasse lire tes romans avant. Puis j'ai fini par dire non, attendez que je vienne. Après ça, faites lire le livre. Ça va changer la dynamique au complet. Puis à travers toutes les années où je l'ai fait jusqu'à maintenant, ça marche. Ça marche. Donc, je me suis aperçu qu'il y a vraiment quelque chose qui existe, qui est vivant. Et là, bien évidemment, je faisais des tournées scolaires, des trucs comme ça. Puis, hey, ça va-tu jusqu'à maintenant ou je parle trop? Pas du tout. Il y a des pouces qui se lèvent, ça veut dire que c'est bon, c'est comme sur Facebook. Donc, je me suis dit, bien, tu sais, je faisais des salons du livre, puis à un moment donné, bien, bon, regarde, c'est intéressant, ça va bien. Je me suis retrouvé à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, puis je fais des animations scolaires pendant tout un avant-midi de temps. Je rencontre à peu près 120 jeunes. Ma journée d'animation est finie. Je m'en vais au salon, je suis dans mon stand, puis il y a 2 jeunes qui viennent me voir, un grand puis un petit. Fait que le petit commence à parler. C'est toujours comme ça, c'est le petit qui parle. Hein? Le grand se tait, le petit parle. Le petit s'appelle Danick. Il me dit hey, c'est intéressant tes histoires aujourd'hui. Est-ce que tu vas en faire d'autres des comme ça? Je dis ben justement, je vais raconter l'histoire d'Oscar Francis Picard, un gars qui a été. Qui a fait le raid de Dieppe. D'ailleurs, c'est un de mes monologues de ce soir. Ça. Donc, un gars qui a fait le raid de Dieppe, puis il venait d'Edmundston, il venait de la rue d'Amour à Edmundston. Le jeune me regarde. Il dit hein? Il dit j'habite sur la rue d'Amour. Wow! Coïncidence, tu sais, c'est une toute petite rue à Edmundston. Et là, il me dit, ah, il habitait à quelle adresse? Je connais tous les maisons sur ma rue. Je dis, ben, il habitait dans la maison verte, carrée, sur la pointe. Il me demande, c'est-tu le 59? Je dis, oui, pourquoi? Je dis, ben, c'est là que j'habite. Hey, imaginez, là, il y a 18 000 de population à Edmundston. J'avais rencontré 120 de leurs jeunes. Ces 120, il y en a 2 qui étaient venus me voir. Il y en a un des 2 qui restait dans la maison du gars dont j'allais raconter l'histoire. C'est des coïncidences comme ça, il m'en est arrivé plein, ce qui fait que quand j'ai conté cette histoire-là au Salon du Livre le lendemain soir, à la fin, il y a un technicien qui est venu me voir et il m'a dit écoute, Nicolas, c'est bien beau ce que tu fais, là, mais tu fais un spectacle. Il faut que tu ailles sur scène avec ça. Et voilà, j'ai développé dans mon offre de service du spectacle en plus, dont je fais une première ce soir. Donc, j'ai vraiment, avec le temps, diversifié les moyens pour réussir à aller justement aller toucher un peu la sensibilité, les émotions chez les gens, le faire vibrer un petit peu, le faire donner une petite shot de chair de poule, tu sais. Et cette habitude-là que je me suis développée, ben, c'est quelque chose qui marque l'imaginaire. Ça fait que, et là, je peux vous dire, j'ai entendu mon téléphone qui a fait un drôle de bruit pendant que je vous parle. Et puis, je viens de m'apercevoir que l'ambassade du Canada me court après. OK? C'est fou. Je le dis, c'est fou parce qu'il y a un député qui veut me voir. Donnez-moi 30 secondes, c'est l'ambassade. Tu ne m'en veux pas, Et tout Nicolas? pardonné, puis pendant ce temps-là, je vais le dire à ceux qui ne connaissent pas les livres, premièrement, de Nicolas, c'est vraiment le temps parce que à la fois que c'est entraînant,
il y a une recherche incroyable pour en faire une fiction vraiment bien documentée et surtout que ce soit le fun à lire parce que ça peut être soit très drabe, lourd, puis se passe... mais essayer de marier les deux, c'est un réel défi, puis tu le réussis. Bien, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, quand on tombe dans l'historique, bien, forcément, c'est laborieux, c'est long, les romans historiques, il y a des grosses descriptions, des faits historiques, tout ça. Et sinon, ben, quand il y en a qui se prennent des libertés avec l'histoire, ben, ça devient souvent du n'importe quoi. Je ne veux pas faire de critique, pointer personne, mais on le sait. Des fois, il y a des gens d'abord qui abusent de la violence. Moi, je ne veux pas. Et il y en a d'autres qui se disent ben, je vais faire des histoires qui sont tellement bracadabrantes que tu n'as pas vraiment envie de montrer ça parce que ça ne dépeint pas la réalité. Alors, j'ai toujours marché sur le fil de. Je vais rencontrer le député. Euh, puis le gars de l'ambassade. Donc, je vais toujours marcher sur le fil de la crédibilité pour respecter tant l'histoire que de donner le goût aux gens de foncer jusqu'à la fin. Puis tout ce qu'on me dit, écoute, tes livres, c'est toujours des tourne-pages. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer après. C'est comme on regarde un film. Alors, je dis, bon, yes, c'est mission accomplie. Euh, je suis, en fait, je suis super exigeant sur ma propre écriture. J'ai comme. Moi, je suis un gars qui a. J'ai fait un an de littérature à l'université. Euh, Et c'est drôle, malgré le fait que j'ai fait le programme de 80 livres en littérature à l'Université de Montréal à la fin des années 90, qui était quand même quelque chose de laborieux. J'ai une de mes auteurs préférés, c'est Françoise Sagan. Françoise Sagan, il y en a qui vont dire bah, c'est une auteure populaire, mais il reste que Françoise Sagan a fait des perles en termes de romans qui sont ultra accessibles et qui sont d'une simplicité pourtant de vocabulaire, mais ça demande de sculpter, de travailler les phrases. Ça fait que j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, écrire un roman, c'est difficile. Pour moi, j'en sors pas 4 par année. Il faut vraiment que je le travaille comme il faut. Alors, je pense que c'est pour ça justement que la trilogie continue à vivre et à être appréciée des gens. Mais là, je parle de la trilogie, mais je n'ai pas juste fait ça. Là. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais une trilogie, si on lit un tome, il faut que tu lire le deuxième, le troisième. Je peux vous rassurer, les 3 tomes sont écrits de façon à évoluer individuellement. Mais évidemment, ce sont toujours les mêmes personnages qui évoluent, donc on a toujours une mise en contexte au début. Et à la fin, question d'ajouter à l'humanité de ces livres-là, je ramène toujours le lecteur dans le monde d'aujourd'hui avec une anecdote qui est souvent inspirée de la réalité, où il y a des gens qui prennent conscience de l'écart entre ce qui s'est passé à l'époque et notre difficulté à nous souvenir aujourd'hui. Donc, il y a toujours ce pont-là que je fais entre le passé et le présent à la fin des tomes de la trilogie. Soit dit en passant, une trilogie, là, ça a 3 livres. Hein? Si on essaie de vous vendre une trilogie de 4 livres, là, acceptez pas ça. Là. Tu sais, quand quelqu'un vous dit moi, j'ai fait une trilogie, mais là, j'en ai fait un 4e. Non. Non, dites non. Ça ne marche pas. C'est comme fait une trilogie de films, il y en a un 4e. Le 4e se vend plus cher. En plus, non, c'est de l'arnaque, ça. Faut pas aller dedans. Donc, une fois que j'ai fini de faire ma trilogie, en fait, de romans historiques, Seconde Guerre mondiale, ça a été la déferlante d'histoires qui a continué à parvenir. Je faisais des rencontres, puis les gens me contaient d'autres histoires. Donc, je suis resté à baigner là-dedans durant les années qui ont suivi. Ce qui fait que j'ai publié aussi, en fait, les livres sont publiés maintenant chez KO Éditions. J'ai publié un autre livre, Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle L'espion de Tourville. L'espion de Tourville, c'est un roman que je m'étais dit, bon, si un jeune de 10 ans a envie de lire ce livre-là, il va plonger dedans, mais finalement, il se lit de 10 à. Qu'on soit un jeune de 10 à 90 ans, ça va bien. L'espion de Tourville est inspiré d'abord d'un lieu qui existe pour vrai, le village de Tourville dans les Appalaches, qui est au sud de Saint-Jean-Port-Joli, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, vivait quelque chose d'incroyable. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait ça à Tourville, je pensais que ça n'arriverait plus jamais dans l'histoire de l'humanité. À Tourville, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un couvre-feu. En fait, il y avait un couvre-feu parce que Tourville était un endroit où il y avait une voie ferrée qui passait de Lévis jusqu'à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et c'était pile poil dans le milieu, et c'est là qu'on réparait les locomotives. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, cette voie ferrée-là, qui n'existe plus aujourd'hui, permettait de transporter toute la marchandise militaire. Donc, on avait peur que les Allemands, un jour, bombardent le Canada, puis attaquent Tourville pour paralyser la communication ferroviaire. Donc, on imposait aux gens de Tourville un couvre-feu la nuit, blackout total, pour éviter
d'avoir éventuellement un attentat allemand. Alors, Tourville m'intéressait comme village parce que je m'étais dit, tabarnouche, un petit village de même qui a un couvre-feu, c'est complètement fou. Et d'un autre côté, il y a une anecdote durant la Seconde Guerre mondiale qui s'est passée au Québec, c'est qu'il y a un espion allemand qui est débarqué en Gaspésie, hein. Werner von Janowski, l'espion allemand débarque en Gaspésie, débarque d'un sous-marin. Le sous-marin le laisse sur le bord de l'eau. Et là, ben, il s'aperçoit que, tu sais, quand il prend une grande respiration, il s'aperçoit qu'il. Je ne sais pas s'il s'est aperçu qu'il était en Gaspésie, mais il s'est aperçu que passer un mois dans un sous-marin avec une gang de gars, tu sens le swing. Il y en a qui ont de la misère à imaginer ce que ça peut se sentir. Imaginez l'odeur de toutes les chambres des joueurs du monde entier, regroupées dans un espace clos dans le fond des mers. OK? Ça pue longtemps. Ça fait que Werner von Janowski a dû aller prendre une douche à l'hôtel de New Carlisle, ou un bain, tu sais, pour se laver avant de partir en mission. Et l'employé de l'hôtel a trouvé que cet homme-là était étrange. Il avait un drôle d'accent. Il payait avec du vieil argent canadien qui avait plus cours. Il y avait des allumettes qui venaient d'un autre pays. Il trouvait ça étrange. Alors, il a appelé la police. Et la police provinciale a suivi Werner von Janowski jusqu'au train et a coincé von Janowski comme ça. Le type qui n'a même pas passé 8 heures en liberté au Canada, qui était déjà emprisonné par la police provinciale. Tu sais. Un espion d'Adolf Hitler. Ça fait que moi, je me suis toujours dit, est-ce que Hitler nous a envoyé le plus con de tous ses espions? Ou bien si Werner von Janowski était assez futé pour se laisser emprisonner pendant qu'il y avait un deuxième espion qui, lui, se faufilait pour aller faire une vraie mission. Par exemple, faire dérailler des trains à Tourville. Alors, j'ai pogné un fait historique réel, un lieu réel, et j'ai plongé là-dedans des personnages fictifs. En fait, le personnage de Samuel Pion, alias l'espion, qui est un petit roux de 13 ans qui vient d'arriver à Tourville. Il arrive de Québec, il arrive à Tourville avec son père et son frère, puis il s'ennuie en longueur de journée, donc il espionne les gens. Mais comme il est roux, ben, tout le monde le remarque. Alors, c'est pas un bon espion. Tu sais. Et un jour, arrive dans le village un homme qu'il trouve étrange et il va commencer à le suivre. Et là, on se demande si Samuel Pion, alias l'espion, est en train d'espionner un véritable espion. Donc, donc c'est comme ça que j'ai bâti l'espion de Tourville, qui est un beau petit rebound littéraire. Ça se lit super bien. On découvre un peu cette région-là durant la Seconde Guerre mondiale. On a un petit bout de contexte. À la fin, on a un petit contexte historique aussi pour savoir, pour démontrer que ce que je dis dans le livre est quand même vrai. Et puis, on a le mononcle de Marcel Leboeuf qui apparaît aussi à l'intérieur parce qu'il était restaurateur à Tourville. Donc, détails comme ça. Là. Donc, j'ai glissé des gens ordinaires, donc des gens qui ne sont pas des célébrités, mais dans mon récit parce que je trouvais ça important de rendre hommage aux gens de là-bas. Donc, j'ai voulu rendre quelque chose de vivant avec l'espion de Tourville, qui a été bourse de création du Conseil des arts et lettres du Québec. Bon, autre plug du Conseil des arts. Donc, ça a été comme 4 livres Seconde Guerre mondiale que j'ai fait durant les dernières années. Puis, j'avais fait du roman suspense, du roman policier. J'ai fait le suspense piégé, dont Nicolas parlait un petit peu au début. Là. J'étais un ancien prof de français, comme j'ai dit, puis il y a quelques années, j'ai accompagné un groupe d'élèves à Washington. Puis au retour, ben, notre autobus est tombé en panne en plein cœur de l'État de New York, un lundi de Pâques. On n'a pas de secours, on est coincé là. Et là, je me dis, on vient d'être kidnappé. Yes! Mais pas yes. Yes, je veux dire, yes, c'est une bonne idée pour faire un roman. Tu sais. Et là, ben, je me suis inspiré de ça justement pour montrer qu'on a une gang d'élèves qui reviennent d'un voyage à Washington. Leur autobus est détourné par une bande de dangereux criminels. Mais malheureusement pour mes criminels, ils ont kidnappé mes personnages. Et mes personnages sont tous dans leurs défauts, dans leurs petits défauts communs, des jeunes qui vont apporter un peu d'eau au moulin de la solution pour s'en sortir, ou encore casser les pattes de leurs collègues. Donc, on a là-dedans une série de petites anecdotes qui gravitent autour du grand problème du détournement de l'autobus. Alors qu'on retrouve là-dedans le bad boy de l'école qui est vraiment, vraiment en sursis par le directeur, donc il ne faut pas qu'il fasse de niaiserie. On a le jeune qui vient de sortir du placard et qui reçoit des lettres d'amour pendant son voyage, mais qui est le seul homo à bord de l'autobus, donc il ne comprend pas est-ce qu'il se fait niaiser ou bien s'il y a vraiment quelqu'un qui est encore dans le placard.
On a le jeune qui a le syndrome d'Asperger et qui fait un premier voyage seul, sans accompagnateur, et qui a vu sa médication disparaître. Et pendant ce temps-là, ben, il y a un autre élève qui l'a fait prendre à un autre jeune qui, là, lui, est en overdose. Donc, tous ces jeunes-là sont coincés à bord de l'autobus. Et là, ben, le suspense ne fait qu'empirer jusqu'à la fin. Le grand défi de piéger, c'est qu'on a beaucoup de personnages. Le grand plaisir qu'on a, c'est que les jeunes s'identifient beaucoup à ces personnages-là, qui sont un peu des caricatures sympathiques de ce qu'on retrouve dans les classes au secondaire. Et quand j'ai sorti le livre, il y a des jeunes dans les écoles qui m'ont dit hey, Nicolas, il est le fun de ton livre, peux-tu en faire un autre pareil? Là, j'ai dit ben, si j'en fais un autre pareil, c'est parce que vous n'avez pas compris le premier. Et là, ils m'ont dit non, non, on veut que tu en fasses un autre du même style. Moi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. Là. Alors, j'ai fait Après-balle, qui est un roman qui se passe. C'est un roman policier qui est construit comme un roman d'Agatha Christie. Là. On est vraiment dans un lieu clos durant un party d'après-balle à la fin d'une 5e secondaire. Donc, il n'y a pas de téléphone cellulaire qui rentre. On est dans un vieux manoir où les jeunes se font leur party de finissant et il y a un crime qui survient, un crime majeur. Et là, comme on a une multitude de personnages, ben, le lecteur va faire une enquête, va suivre l'enquête et va regarder les personnages principaux, qui sont les jumeaux Kennedy, frères et sœurs, qui sont les anciens présidents et présidentes de l'école, qui essaient de mener enquête. La différence entre Piégé, c'est que Piégé, tous mes personnages sont adorables. Dans Après-balle, tous mes personnages sont détestables. Donc, c'est le pendant de, c'est le pendant de l'autre. Donc, c'était vraiment deux exercices d'écriture qui se ressemblent. Il y a des personnages de Piégé qui reviennent dans Après-balle et vice-versa. Donc, on peut s'amuser avec ça. Soit dit en passant, dans tous mes livres, il y a toujours un roux. Je trouve que les cheveux roux, c'est magnifique. Donc, j'ai toujours un roux ou une rousse. Ça comme ça. C'était mon info roux d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, les 6 romans que j'ai faits qui s'adressent spécialement à un public ado ressemblent à ça. Mais là, je ne sais pas s'il y a des questions parce que je vous ai filé ça à une vitesse incroyable. Ben, je pense que les gens découvrent avec délectation, franchement, tes différents ouvrages, Nicolas. Et puis, il faut vraiment que tu te gardes du temps pour avant d'oublier. Oui, bien là c'est ça. C'est que là, il vient de se passer quelque chose d'un peu singulier dans ma carrière d'écrivain. Euh, il y a 5 ans, je me suis retrouvé à Dieppe, là, au même endroit qu'ici, là, dans la même ville, pour le 75e anniversaire des cérémonies, des commémorations. Puis je me suis aperçu qu'il y avait des histoires qui n'avaient jamais été racontées, que partout au Québec, il y avait des gens qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et particulièrement l'opération Jubilé, là, le raid de Dieppe. Et ces gens-là, on n'avait jamais raconté leur histoire, on n'avait jamais parlé d'eux. Et c'était des héros ordinaires, des héros oubliés. Et je me suis dit, ben là, si moi, je n'en parle pas là, avec ma connaissance quand même de la Seconde Guerre mondiale, ma capacité à la raconter de façon très humaine, ben, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Non pas que je n'ai pas confiance aux historiens, mais les historiens, c'est des gens factuels qui vont expliquer la théorie, qui ne tomberont pas nécessairement dans l'émotion parce que ce n'est pas leur mandat. Moi, je suis je suis un artiste, je suis quelqu'un qui travaille non pas l'histoire, mais la mémoire. Et je me suis aperçu que partout, il y avait de ces histoires-là qui flottaient, qui étaient sur le point d'être oubliées. En 2018, je rencontre un garçon de 10 ans dans un salon du livre, le salon du livre de l'Outaouais. Il s'appelle Léandre. Et Léandre, son arrière-grand-père, avait fait l'opération Jubilé. Il avait été fait prisonnier par les Allemands. Puis Léandre, il voulait savoir c'était quoi la condition de vie des prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je lui avais donné de l'information. Tu sais, moi, je suis là, j'ai un enfant de 10 ans devant moi, puis je lui refile des mémoires d'université. Mais il n'y a rien d'autre, ça fait que je lui donne ça, mais c'est un jeune qui est brillant, c'est un enfant qui était magnifique. Là. Déjà à 10 ans, là, il était super inspirant. Alors, je lui refile cette information-là et je garde contact avec la famille. 18 mois plus tard, je suis à Dieppe, à l'automne 2019. Je rencontre un collectionneur. Il s'appelle Hervé. Et Hervé me tend un casque dans sa collection. Le casque militaire, il y a un nom à l'intérieur. C'est l'arrière-grand-père de Léandre qui l'avait porté. C'est. Tu sais, je ne le crois pas à ce moment-là. Tu sais, ça
ça me renverse parce que je me dis, OK, il est en train de se passer quelque chose. Donc, je fais une vidéo que j'envoie à Léandre puis à sa mère, tu sais, parce que forcément, c'est émouvant où je présente le casque. Je dis, ben, le casque, il vous attend si vous voulez venir le voir. Puis là, il y a eu 2 ans de COVID. Tu sais, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, cette semaine, Léandre, qui a 14 ans maintenant, mais qui a l'air d'en avoir quasiment 18, tellement qu'il est grand, même carreux que son arrière-grand-père, et sa mère sont présentement en Normandie et ils ont pu tenir pour la première fois de leur vie le casque qui a peut-être sauvé la vie de Gérard Audette en 1942. Des histoires de même, c'est, tu sais, tu dis, moi, je le vis, là, j'ai encore la chair de poule puis la boule dans ma gorge quand je le raconte. Il y en a plein. Il y en a plein qui me sont arrivés. J'en ai compté 2 coïncidences avec Oscar Picard puis Gérard. Là, il m'en est arrivé plein des histoires de même. Alors là, il fallait que je regroupe ça. Puis je ne peux pas faire une biographie pour chacun. Là. C'est des gens qui ont une vie intime, qui ont une vie personnelle, mais je ne peux pas faire un livre avec chacun. Et là, j'ai décidé d'écrire un livre que je considérais comme un roman non fictionnel où j'allais raconter mon trajet, mon voyage de 2019, et dans lequel j'allais raconter des histoires d'hommes qui ont vécu l'opération Jubilé. Je pensais faire un roman non fictionnel. J'ai soumis ça à un éditeur. Il m'a dit, tu as fait un essai sur la mémoire qui est magnifique, on va le publier. J'ai 91 histoires avec des photos à l'intérieur qui sont des photos inédites, qui m'ont été prêtées par les familles de ceux qui ont vécu l'opération Jubilé, que j'ai scanné. J'ai scanné des lettres et des lettres de parents, toutes sortes de documents qui datent de cette époque-là. Et le roman, en fait, le livre, l'essai commence à vivre cette semaine ici en France. La réception est incroyable, est même bouleversante. Mais il a commencé à vivre au Québec la semaine dernière aussi. Donc, ça s'appelle Avant d'oublier. Avant d'oublier, les Canadiens français à Dieppe. Ce livre-là, j'ai fait le pendant scénique de ça. Donc, je viens de faire le spectacle où je regroupe 7 de ces histoires-là pour compter les histoires de 10 hommes. Et je peux aller sur scène présenter les histoires aussi. Donc, c'est un spectacle de scène. Hein. Ça prend un équipement scénique, ça prend une technique de scène. Donc là, je suis en train d'ajouter à mon offre pour les écoles l'opportunité de dire, bien, écoutez, moi, je peux faire le spectacle, je peux faire des animations scolaires qui ne sont pas obligées d'être portraits de héros. On peut faire des projets à long terme, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment de plonger les jeunes dans un univers Seconde Guerre mondiale qui est autre chose que les jeux vidéo où le monde se tue, les films à l'américaine où le monde se tue, puis les histoires de l'étranger qui nous font oublier que les Québécois ont participé à cette guerre-là. On a souvent vanté le rôle de ceux qui disaient « Ah non, moi, je n'irai pas, je vais aller me cacher, là, je vais être un déserteur, tout ça. » Mais on n'a pas compris que ceux qui ont été à la guerre, ce n'étaient pas des hommes qui étaient assoiffés de violence, c'était des gars qui venaient de milieux difficiles. Ils venaient de milieux où il n'y avait aucun espoir de s'en sortir. Et ben, à l'aube de leur vie est arrivée une guerre mondiale. Ils ne pensaient pas qu'elle serait mondiale. Ils se sont engagés volontairement. Puis ils se sont retrouvés dans l'adversité à devenir des êtres humains extraordinaires. On vit présentement une période de l'histoire de l'humanité qui n'est pas rose. On fait rentrer les jeunes présentement dans une période qui, moi, me rappelle beaucoup, beaucoup tout ce que j'ai lu sur la Seconde Guerre mondiale. Des tyrans qui veulent du territoire, des gens qui attisent la haine en parlant d'identité de façon négative, destructrice. Et là, on fait rentrer des générations là-dedans, puis on n'a pas de mémoire, on n'a rien auquel se raccrocher. Alors qu'on a des gens de chez nous qui ont eu cet âge-là, qui ont eu 15, 16, 17, 18 ans, puis qui sont engagés des fois en mentant sur leur âge. Et les repères, les émotions dont on a besoin pour comprendre, dorment dans les souvenirs de ces gens-là. Et j'en possède de ces histoires-là des dizaines, ce n'est pas des centaines maintenant. Donc, c'est un plaisir pour moi de les partager. D'ailleurs, j'en profite aussi parce que c'est une primeur. Il n'y a pas grand monde qui le sait au Québec. J'ai eu l'autorisation de le dire juste avant de partir, il y a 10 jours. L'an dernier, à TV5, il y a eu une série qui s'appelait 3945 en sol canadien avec Claude Legault. Et le premier épisode de la série, qui est le thème « Le sexe et l'amour durant la Deuxième Guerre mondiale », ben, je suis dedans. Je raconte une histoire d'amour. Donc, le diffuseur a adoré, ce qui fait que l'an prochain, il va y avoir une autre série 3945 en sol canadien, toujours avec le beau Claude Legault, sauf que
il va y avoir sur Internet, pour chacun des épisodes, pour les 13 épisodes, un pendant web avec une histoire qui va être racontée par le beau Nicolas Paquin. Donc, vous allez, au début 2023 ou au printemps 2023, me voir la face à la TV, en tout cas TV5. Donc, c'est 13 histoires de plus qui vont être disponibles sur Internet. Mais là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Nicolas, tu nous as shooté tout ça comme si tu faisais une infopub ou quoi que ce soit. Moi, j'avais envie, évidemment, de vous donner le maximum d'informations, puis vous donner la chance ou la curiosité après ça d'aller voir ce que je fais. Puis j'ai quand même compté quelques histoires là aussi. Là. Mais à travers le temps, j'ai fait des projets qui sont assez diversifiés aussi avec les écoles. Des fois, il y a des profs qui m'ont rejoint, ils ont dit, ben, écoute, on pourrait-tu faire quelque chose de spécial? Tu sais, j'aurais envie de faire ça avec des jeunes. Je sais que c'est arrivé en France, entre autres. Il y a quelqu'un qui me dit, nous autres, on veut raconter des histoires qui se passent au Québec durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il n'y avait pas tous les outils. Ça fait que finalement, j'ai été les rencontrer dans une tournée. Puis bon, finalement, les histoires sont passées en France, mais avec des Québécois, tu sais. Au Québec, dans le Kamouraska, on a fait un recueil d'histoires, 80 histoires. C'était des jeunes du primaire, on a fait ça. 80 histoires inspirées de ce que je leur avais raconté. Puis on a même fait des rencontres Skype avec des gens qui avaient vécu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient enfants. C'est de plus en plus difficile parce que, tu sais, quelqu'un qui avait 10 ans en 1945, on s'entend pour dire qu'aujourd'hui, c'est du 85 ans, donc c'est pas toujours facile pour eux autres. Mais il y a toutes sortes de projets qui sont possibles. Ce qui fait que moi, quand quelqu'un me dit hey, j'aimerais ça à un moment donné faire quelque chose sur le sujet, là, puis je ne le sais pas, puis tout ce que j'ai à faire là, c'est des histoires qui ont été faites à l'extérieur, puis qui parlent, admettons, je ne sais pas moi, de l'Holocauste, tout ça. Y a-t-il quelque chose qui se fait au Québec? Ben, tu sais, je suis là. Oui, puis tu n'es pas seulement une ressource, mais tu es une véritable référence, ne serait-ce justement pour monter des projets, tout ça. Et là, on comprend donc que tu es accessible. Nicolas, je pense qu'on a mis, c'est quoi? Vous les avez, ces coordonnées, de toute manière, il y a le site. Avant d'oublier, c'est un hommage à d'illustres êtres humains, pas juste des illustres, mais vraiment des êtres humains. Et c'est surtout un hommage à la mémoire pour la garder vivante, parce qu'elle est importante et parce que c'est notre histoire. Et si elle n'est plus là, la mémoire, tu sais, quand on dit qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va, si on l'oublie d'où on vient, eh bien, mince, on va être peut-être perdu, puis on va marcher comme des aveugles pour savoir où on s'en va. Puis Nicolas, tu gardes ça vivant, puis c'est très précieux. Je pense que les gens ont découvert une ressource qu'ils ne savaient pas. Je pense que les gens savaient, c'est pas tout le monde ici qui savait que tu existais. Là, tu as des fans. Moi, je te remercie. Premièrement, je veux savoir, est-ce que tu as demandé de visiter la Maison Verte? Non, j'ai pas. Mais, non, mais tout avait changé. J'ai demandé, c'est-tu ancien dans ta maison, quelque chose? Non, il dit tout a été refait neuf. Mais tu sais, l'histoire est tellement touchante, tellement. Elle est dans mon livre, elle est dans mon spectacle ce soir d'ailleurs. C'est assez incroyable. Ouais. Moi, je serais allé cogner pareil, hein, mais ça, c'est pour une autre fois. Donc, Nicolas, merci de ta générosité. Merci du scoop, de l'aperçu d'avec. Non, mais vraiment, tu nous as partagé quelque chose, puis je sais que tu dois être excité comme un pou, parce que là, tu es à 1h20 de la première, et puis là, on a su que tu avais un appel important en plus. Ben oui, je vais mettre mon costume dans 5 minutes là, à peu près. Là, je m'en vais me changer. Ben écoute, il y a des séries de merde pour ce soir. On te souhaite une bonne première. Amuse-toi. Et puis, on se parle très bientôt. Puis, on veut se voir dès que tu reviens au Québec, s'il te plaît. Ben, ça va faire plaisir. Peu importe, Québec, francophonie canadienne, des fois, c'est extraordinaire. Ça fait que, tenez-moi au courant. Avec grand plaisir. Puis, amuse-toi ce soir. Bonne fin de journée. Nous autres, c'est déjà rendu 19h. Allez, va mettre ton costume. Salut, à bientôt.